L'échiquier international, soyez les bienvenus. 150e jour d'agression à Gaza. Des voix s'élèvent officiellement pour un cessez-le-feu. Des voix à différents niveaux. Des pourparlers s'engagent au Caire. Médiateurs internationaux et protagonistes pour tenter d'accoucher d'une trêve pour la période du Ramadan. Mais quels que soient les résultats de ces discussions, elles arrivent trop tard à considérer que la vie humaine est sacrée. En ces temps troubles, rien n'est moins sûr. Les discussions, en tout cas, qui arrivent de toute façon trop tard, on est plus qu'à 30 000 morts palestiniens, sans parler de la famine, du manque d'eau et de médicaments. Le monde entier regarde. Certaines villes occidentales se mettent en branle pour dénoncer la complicité de leurs gouvernements respectifs, notamment le gouvernement des États-Unis. Le monde entier, donc, regarde et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, c'est-à-dire qu'on ne savait pas que la situation à Gaza se confond avec un génocide. Et on en parle tout de suite avec notre invité du jour. Gaza, 150e jour de destruction dans l'espoir de trouver de la nourriture et un abri. Et à cause de bombardements jour et nuit, les Palestiniens tentent de fuir vers le sud. L'ONU, par l'intermédiaire du haut-commissaire aux droits de l'homme, évoque les risques d'une conflagration à plus haut niveau. Pour en parler, je reçois donc Badis Renissa. Bonsoir Badis. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors Badis, pour ceux qui ne vous connaîtriez pas, vous êtes en plus d'être un analyste politique, vous êtes président également du think tank Club Émergence à Paris. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci à vous. Alors Badis, commençons, si vous le voulez bien, par une citation que je vous demanderai ensuite de commenter. Elle émane de Noam Chomsky, linguiste, mais aussi grand intellectuel, grande figure de la gauche alternative, qui nous dit, qui est juif américain en plus, c'est important de le dire, l'éducation ne consiste pas à mémoriser qu'Hitler ait tué 6 millions de personnes, l'éducation consiste à comprendre comment il est possible qu'autant de personnes ordinaires soient convaincues de le faire. L'éducation, c'est aussi apprendre que les signes de l'histoire, apprendre à reconnaître les signes de l'histoire quand ils se répètent. Alors on n'a jamais répété, surtout en ce moment, que ce qui se passe à Gaza nous rappelle certains événements de la Deuxième Guerre mondiale. Un commentaire déjà sur les propos de Noam Chomsky. En tout cas, ce sont des propos qui, force est de constater, sont aux antipodes aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ce que le peuple palestinien est en train de subir à son tour, j'ai envie de vous dire, au même titre que les pogroms, au même titre que la Shoah. Sauf que, j'ai envie de vous dire à un détail près, c'est que malheureusement, post-guerre de Gaza, il n'y aura pas de procès de Nuremberg comme il y aura un procès pour Netanyahou. Donc malheureusement, l'histoire se répète. Aujourd'hui, Israël et l'entité sioniste duplique, j'ai envie de vous dire, effectivement, les affres et les souffrances que son propre peuple avait subies, sauf que peut-être avec un contexte beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus assassine, puisque aujourd'hui, il est cautionné, vous l'avez dit tout à l'heure, par des petites voix, par aussi des grandes puissances parfois, par aussi, permettez-moi de le dire, du bavardage diplomatique, par aussi du papotage politique dans les hauts lieux, notamment au Conseil de sécurité, qui ne donne rien de concret aujourd'hui. Donc oui, effectivement, c'est une réflexion qui s'impose aujourd'hui, mais bon à l'entité sioniste à comprendre ou à en tirer les conséquences, mais surtout aussi à en tirer les enseignements, à savoir que les peuples et la résistance des peuples vaincra toujours, quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'est en train de démontrer aujourd'hui le peuple palestinien avec sa résistance en symbiose totale, malgré les vaines tentatives de l'entité sioniste et de son armée immorale à vouloir scinder en deux, avoir divisé justement la rue palestinienne, le peuple palestinien pour qu'elle puisse arriver à ses fins, c'est-à-dire au-delà du peuple gazaoui, c'est mettre hors d'état de nuire et sous silence éternel la cause palestinienne. Alors Badis Renissa, avant de poursuivre notre échange, je vous propose un document d'une émission sur les chaînes françaises, diffusée sur les chaînes françaises, d'un médecin français qui revient tout juste de Gaza. On regarde. Il y a une colère, bien évidemment, et on ne pourra pas dire non plus que nous ne savions pas. Nous avons les images, nous avons un carnage, on peut même faire un procès d'intention de génocide vis-à-vis de cette population. Vous dites génocide, vous. Mais évidemment, vous la privez, vous l'obligez à être confiné dans une zone extrêmement réduite, qui est la ville de Rafah. Vous empêchez la nourriture de rentrer. Vous leur coupez l'eau potable.
vous coupez l'électricité, vous coupez tout ravitaillement sanitaire, etc. par rapport à cette population qui a des besoins de santé primaire, simplement. Elle a des problèmes de bronchite, elle a des problèmes de pathologie chronique, elle ne peut pas se soigner. Et elle est là, en permanence, totalement désœuvrée, dans une situation de tension, dans la saleté, parce que toutes les évacuations sont bouchées à Gaza. Les poubelles ne sont pas ramassées, faute, bien évidemment, d'essence, etc. Le maire de Rafah que j'ai vu, lui, n'a pas les moyens de ramasser ses poubelles. Ils vivent dans la saleté, ils vivent en permanence à la recherche de nourriture, ils sont en situation de survie et ils sont bombardés jour et nuit. Ils sont bombardés jour et nuit. Et il y a les gravats. Ils n'ont pas la possibilité d'aller chercher les morts qui sont sous les gravats, au point que les familles mettent les noms et la liste des personnes qui sont sous les gravats. Comment voulez-vous appeler ça? Je me demande. Et ayons le courage des mots. On parlera demain du ghetto de Rafah, parce qu'ils sont enfermés dans une zone étroite et constamment à la recherche de nourriture en situation de survie. Utilisons les mots, parce que ce sont des mots qui valent la peine d'être utilisés. Alors, ce sont des mots forts, hein. Il s'agit du médecin docteur Raphaël Petit, il revient tout juste de Raza, et les mots sont forts, comme je viens de le dire. On retiendra le mot de génocide, et surtout, il le dit, on ne pourra pas dire que le monde ne savait pas. Il y a un avant et un après Raza pour ce qu'on nomme rapidement et pompeusement la communauté internationale. Badis Renissa. Absolument. Il faut utiliser en tout cas les qualificatifs qui s'imposent dans ce cas de figure, un cas de figure dans lequel vous l'aurez compris, et je pense que ça n'a échappé à personne, c'est-à-dire avec des témoignages audio, visuels, avec des témoignages aussi occidentaux notamment, comme vous l'avez dit, des délégations de médecins, mais pas eux, l'UNRWA et d'autres institutions ou instances de l'ONU. Mais encore une fois, les facteurs et les ingrédients, tous les ingrédients d'un génocide sont réunis, sauf que l'Occident, encore une fois, se terre dans ce mutisme assassine, ce mutisme complice, cette duplicité aussi, comme j'ai expliqué, malgré que l'Occident essaye, dans un espèce de sempiternel bavardage diplomatique au sein du Conseil de sécurité, mais encore une fois, le peuple palestinien continue à être humilié, à être assassiné, à être affamé comme une nouvelle arme de guerre, faut-il le rappeler, en 2024, dans un Conseil de sécurité qui est censé avoir des prérogatives je dirais, de garantie les simples droits humains, et notamment le droit à l'alimentation. Aujourd'hui, nous avons des bébés, des enfants en bas âge qui meurent de malnutrition, qui meurent de manquement de tout, et notamment de traitements médicaux. J'en parle même pas des personnes âgées, des femmes et des hommes. Donc, bien évidemment, il faut qu'aujourd'hui, on appelle les choses comme elles sont, mais surtout aussi qu'on agisse de la sorte aussi pour essayer de sortir de ce marasme, de ce mutisme et cette duplicité. Je reviens toujours à cette déclaration d'un haut responsable, si vous me permettez, israélien, tout au début de ce génocide, où il avait qualifié le peuple palestinien ou la population palestinienne d'animaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans ce dessein, ils sont dans ce projet à réduire la population. Nous avons tous en tête ces images de parachutage d'aide humanitaire par des avions. C'est vraiment abject de voir ce type d'image, même si c'est des aides, mais d'ailleurs c'est des aides qui sont timorées, des aides qui sont, je dirais, symboliques, puisqu'on est en train de parler de plus de 2 millions 100 000 personnes qui subissent cette famine, qui subissent la malnutrition, qui subissent le manquement, et surtout qui subissent le silence de l'Occident, le silence d'un monde qui est devenu fou, qui marche sur sa tête. Alors justement, parlons un peu, si vous le voulez bien, de cette communauté internationale, hein, l'ONU, hein, que le général de Gaulle appelait d'ailleurs le machin, en sous-entendant qu'elle était entre les mains des Américains. Eh bien, le président colombien, c'était ce matin, qui fait une sortie remarquée concernant la situation à Raza. Alors, il nous dit, hein, ce qui se passe en Palestine est un génocide soutenu par l'Union européenne et également par les États-Unis, et ça peut arriver à n'importe qui veut, c'est-à-dire un pays qui veut apporter des changements à l'ordre mondial sans aucune permission. Alors il le dit, il le sous-entend, nous sommes dans un monde sans loi, Badis Renissa, et un monde sans loi, c'est-à-dire un monde barbare finalement. Écoutez, je pense effectivement que la force de la loi a laissé place à la loi de la force, malheureusement. Et aujourd'hui, l'entité sioniste le démontre à chaque fois. Rappelez-vous récemment avec ce génocide, énième génocide d'assassinat de personnes en plein récolte d'alimentation, ou peu de denrées en tout cas distribuées à travers les avions, qui ont été tués de sang-froid par l'entité sioniste. Est-ce que cela a permis de les arrêter? Que nenni.
Au contraire, l'entité sioniste continue chaque jour à exercer des assassinats, du génocide, je dirais une mort aveugle, une machine de guerre aveugle qui broie la population palestinienne au vu et au su d'un monde, encore une fois, de l'Occident. Moi, écoutez, j'irai plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, après 6 mois de génocide, on peut dire que le Conseil de sécurité, à titre d'exemple, subit un hold-up diplomatique. Le Conseil de sécurité, où je dirais le droit international a été kidnappé par l'entité sioniste et par en tout cas ses soutiens aveugles, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, les États-Unis. L'Occident aujourd'hui a du sang sur les mains. Il faut le dire. Même si les lignes bougent, même si certains États, et notamment les États nordiques, ont ne cessé de crier sur les toits qu'effectivement il fallait agir contre cette impunité abjecte, cette impunité qui ne fait pas la fierté, encore moins la crédibilité ou la légitimité du Conseil de sécurité, encore moins les valeurs, les pseudo-valeurs qui ont été défendues par un Occident qui a utilisé justement la colonisation peut-être comme moyen de condescendance, mais surtout aussi de soumission des peuples. Et aujourd'hui, cela se répète avec l'entité sioniste contre un peuple palestinien isolé, innocent, qui ne demande qu'à vivre et à avoir son indépendance et revenir à ses terres. Alors, Walid Srinissa, parlons, si vous le voulez bien, également du Liban. L'entité sioniste tente une percée en ce moment même, des attaques repoussées d'ailleurs, comme celle d'hier, par l'artillerie lourde du Hezbollah. Des observateurs militaires disent que c'est probablement pour tester une percée dans le cadre d'un plan visant à envahir le Liban au printemps. Vous y croyez à une nouvelle guerre de plus haute intensité où le Liban serait impliqué ? Alors, le risque d'enlisement et de guerre régionale, il existe. Oui, j'ai envie de vous dire. Par contre, aujourd'hui, et je l'avais évoqué d'ailleurs sur votre plateau, les acteurs s'observent, et notamment l'entité sioniste, essayent de tester le seuil, en tout cas de dangerosité, mais surtout aussi d'action. Notamment, vous l'avez évoqué du Hezbollah, mais pas que. Vous avez aussi les Houthis un peu plus vers le sud, vous avez un peu la Syrie, vous avez l'Irak également. Donc, l'entité israélienne, l'entité sioniste, ne gagnerait pas effectivement à ouvrir d'autres fronts, même si il y a des attaques sporadiques ici et là qui gênent et qui dérangent, notamment puisque rappelez-vous, certains contingents, notamment de l'armée immorale israélienne, ont été dépêchés en renfort vers le nord. Donc, il y a une vraie problématique sur cette question. En revanche, et c'est pourquoi je pense que les États-Unis s'empressent d'essayer de trouver une issue et s'empressent aussi d'isoler davantage. Peut-être on pourra en parler notamment sur Netanyahou et sur le front intérieur, puisqu'il y a une guerre aujourd'hui qui se fait sur le terrain, sur un caractère purement militaire et stratégique. Il y a une autre guerre qui s'emploie et qui se déploie aussi sur les défis internes que j'ai qualifiés, à savoir les défis politiques, les défis de ce gouvernement fasciste, ce gouvernement extrémiste, le plus extrémiste encore une fois, rappelons-le, depuis la création de l'entité sioniste. Donc, il y a véritablement une question fondamentale sur laquelle il y a aussi l'Iran qui est un acteur garant de stabilité, aussi de paix dans la région, donc qui est l'ennemi sempiternel également de l'entité sioniste, qui a brandi rapidement le spectre de l'Iran et son arme nucléaire pour essayer aussi d'avoir un peu plus ou profiter un peu plus ou davantage de la bienveillance et du soutien aveugle militaire et financier des États-Unis. Donc, encore une fois, c'est un brouhaha, c'est un marasme dans lequel l'entité sioniste elle-même, il me semble, est perdue, encore une fois, et c'est ce qui explique d'ailleurs ce délitement total, cet enlisement, cette division même au sein entre je dirais le conseil militaire et la classe militaire, et notamment l'armée israélienne, et même la classe politique aujourd'hui, puisque vous l'avez vu, il y a une visite qui va à contresens, notamment de celui de Gantz, aux États-Unis pour rencontrer Kamala Harris, notamment la vice-présidente américaine, contre vents et marées aussi, puisqu'elle n'a pas été cautionnée, ni encore une fois mandatée par ni Netanyahou, encore moins son gouvernement. C'est pour vous dire qu'effectivement, le marathon diplomatique est je dirais, à son apogée, puisque les États-Unis ont bien compris, a bien saisi, même si elle continue aveuglément à défendre les intérêts de l'entité sioniste, mais elle a compris qu'une guerre régionale n'est pas profitable ni pour l'entité sioniste, encore moins pour les intérêts des États-Unis dans la région. Alors on vient de voir, si on s'est posé la question, si la machine de guerre sioniste avait des visées plus larges, vous y avez répondu en disant que oui, le risque existait, mais au sein justement de cette machine de guerre, de nombreux responsables de haut rang sionistes
ont démissionné de l'équipe entourant Netanyahou. Il y a beaucoup de porte-parole aussi de l'armée sioniste qui ont jeté l'éponge. Donc il existe des différends profonds entre Netanyahou et les généraux concernant la gestion de la guerre. Netanyahou, on le dit, isolé, seul, qui fait face aussi à une fronde au niveau populaire, mais il est quand même encore là, il a les mains sur les rênes. Est-ce qu'il est vraiment isolé, ce Netanyahou, Badis Renissa? Les mains sur les rênes, j'ai envie de vous dire pas tant que ça, puisqu'il a démontré effectivement qu'il est affaibli, fragilisé sur le front intérieur. Vous l'avez évoqué. Les rênes de la guerre, je veux dire, les rênes militaires, j'entends. Et même sur cet aspect-là, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, il y a des délitements, il y a des espèces de craquages, notamment en matière d'adhésion et justement de cohésion. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, et pour la première fois d'ailleurs, dans une guerre de l'entité sioniste en Israël contre Gaza ou concernant la Palestine, mais même auparavant le Liban, c'est la première fois qu'effectivement l'entité sioniste fait face à un risque je dirais, de délitement, mais surtout aussi de graves divisions et surtout sur son unité nationale elle-même, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a deux sons de cloche, il y a deux orientations, en tout cas, qui s'opposent aujourd'hui sur le front intérieur et notamment politique. Je vous expliquais tout à l'heure, il y a cette armée qui aujourd'hui connaît une espèce de fuite en avant, puisque vous l'avez évoqué, beaucoup de désertions, beaucoup même des hauts responsables qui soient d'ailleurs actifs ou à la retraite ont évoqué cette politique fiction, cette stratégie fiction, non seulement de l'armée mais aussi du détenteur du pouvoir, à savoir Netanyahou, qui était aux antipodes, je dirais à l'opposé de ce qu'il devrait faire. Mais encore une fois, cela s'explique. Et là, je reviens un peu sur un facteur très important qui s'est produit aujourd'hui, ce sondage très stratégique et à la fois très symptomatique, à savoir aujourd'hui plus de 53% de la population israélienne considère que Netanyahou utilise ou surutilise cette guerre pour des fins proprement individuelles, mais surtout pour défendre ses propres intérêts et les intérêts de son gouvernement. Ce gouvernement qui essaye tant bien que mal à maintenir sous perfusion, qu'il essaye de maintenir sa survie tant bien que mal, puisqu'il sait très bien que, je dirais en embuscade, il a quelqu'un comme Gantz. D'ailleurs, tout le monde a traduit cette visite en grande pompe, qui a été qualifiée, je dirais, de réunion de haut niveau avec les États-Unis et l'administration Biden comme le potentiel successeur de ce Netanyahou, puisque Netanyahou est devenu une persona non grata au vu de non seulement les États-Unis, mais aussi au vu de plusieurs chefs d'État, notamment en Europe, puisqu'il voit en lui ce saboteur du processus, en tout cas du dialogue diplomatique, mais surtout aussi de la solution politique sur la question palestinienne, et ce saboteur aussi qui est animé par un gouvernement, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, un gouvernement extrémiste, fasciste, un gouvernement qui essaye, tant bien que mal, rappelons-le que pour la première fois au sein du Likoud, du Parlement israélien, plus de 15 parlementaires représentent les colons. Donc il y a une force politique qui s'est créée au-delà de la force politique des orthodoxes, les ultra-orthodoxes et notamment les extrémistes fascistes. Donc il y a vraiment un projet messianique, mais un projet qui n'est pas clair, puisqu'aujourd'hui, il mène Israël elle-même à sa perte. Il mène Israël à son isolation, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, les actes antisémites ont explosé à travers le monde. Cette armée dite morale, vendue comme morale dans le monde, est devenue immorale, est devenue même honnie, est devenue même vomie par non seulement certains États, notamment en Europe du Nord, mais aussi par les peuples, tous les peuples d'ailleurs du monde entier. Donc je pense qu'aujourd'hui, Netanyahou, l'histoire retiendra qu'il a mené où il a peut-être accéléré la perte d'Israël, puisqu'aujourd'hui, le processus de paix aboutira tôt ou tard, puisque, encore une fois, les États-Unis aujourd'hui s'immiscent activement au prix même de se mettre contre la volonté de Netanyahou, lui qui a qualifié qu'il n'y avait qu'un seul Premier ministre, considérant que les États-Unis n'avaient pas rencontré Gantz. Et d'ailleurs, Smotrich avait évoqué aussi que, notamment, il ne représentait pas l'entité sioniste au sein des États-Unis. Donc, en résumé, c'est effectivement une situation assez, je dirais, unique, assez singulière dans une guerre dans laquelle l'entité sioniste mène aujourd'hui, elle qui, par le passé,
nous nous rappelons, avait cette unité nationale, avait ce peuple derrière son armée pour conquérir ou reconquérir ou peut-être aussi violenter d'autres peuples, et notamment le peuple palestinien. Aujourd'hui, on en est loin de cette situation. Alors, Badi Srenissa, parlons, ouvrons le dernier chapitre de notre rencontre du jour, puisque on va parler de cette visite qui fera sans doute date, la visite à Alger du président iranien Ebrahim Raïssi, reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Entre signature d'accords et discussions officielles, une image, on peut le dire sans embâche, une image extraordinaire. On dit qu'une image vaut 1000 mots ou 1000 discours en regarde. Voilà, c'est la prière commune, c'est une image forte entre les deux délégations officielles à la fois iranienne et algérienne qui symbolisent l'unité. C'est un message envoyé à ceux qui évoquent des antagonismes profonds entre les différentes tendances spirituelles, mais c'est aussi, on ne peut pas s'empêcher de ne pas voir un pied de nez aux faiseurs de guerre aussi. On peut le dire, la diplomatie algérienne, Badi Srenissa, après le discours de l'ambassadeur Ammar Benjama à l'ONU la semaine dernière face à sa collègue américaine, face à la représentante américaine. Cette fois-ci, la diplomatie algérienne frappe fort avec cette rencontre, cette réunion en tout cas. Effectivement, vous faites bien de le dire et de le rappeler d'ailleurs, la diplomatie algérienne, une diplomatie qui tire son ADN justement de son parcours et son histoire de la révolution, sa glorieuse révolution notamment, surtout aussi la quête d'être sensible pour toutes les causes justes, notamment aujourd'hui la cause palestinienne. C'est une diplomatie bienveillante, c'est une diplomatie de sagesse, une diplomatie de prospective, c'est une diplomatie aussi de rassemblement pour fédérer effectivement, vous rappelez-vous les frères palestiniens, les factions même avant le sommet de la Ligue arabe à Alger. Donc c'est une diplomatie également qui œuvre dans l'intérêt régional, l'intérêt international, elle qui aujourd'hui, à travers son mandat d'observateur au sein du Conseil de sécurité, a démontré à plus d'un titre et à plus d'une opportunité, d'une action qu'elle est là aussi pour donner le là, elle est là aussi pour pourquoi pas contribuer effectivement à changer ou à faire bouger les lignes, mais surtout aussi à créer des synergies, aussi à rappeler que l'Occident a besoin de regarder non seulement son histoire, mais aussi son présent et son avenir en face, qu'il soit à la hauteur de la responsabilité qui lui incombe, à savoir aujourd'hui garantir une liberté, la liberté la plus absolue, la plus simple à un peuple qui subit les affres d'une colonisation depuis des décennies, mais surtout aussi qui aujourd'hui subit un génocide, je dirais couronné par une vétoisation de ce génocide, qui est incarné par ces vétos à répétition des États-Unis pour justement cacher l'incachable, ou surtout aussi pour cautionner le condamnable, l'inacceptable. Mais encore une fois, aujourd'hui, et l'entité sioniste et les États-Unis se trouvent isolés. C'est pourquoi il y a ce changement de paradigme, ce changement même d'idéologie et d'approche. Maintenant, permettez-moi de revenir sur une petite notion pour comprendre aussi pour nos téléspectateurs et téléspectatrices la raison de cette procrastination, de ce sabotage aussi de Netanyahou. Il faut dire qu'effectivement, et je l'avais dit sur votre plateau, d'ailleurs le temps m'a donné raison, c'est qu'aujourd'hui, il essaye tant bien que mal d'œuvrer pour défendre ses intérêts aussi, mais aussi pour peut-être, pourquoi pas, croire en l'émergence ou la réémergence d'un certain Donald Trump à la tête de la Maison Blanche à Washington, pour qu'il puisse lui donner encore une fois un cautionnement encore plus abject et plus aveugle pour qu'il arrive à ses fins, à savoir un projet non pas politique mais un projet messianique, un projet sioniste et extrémiste. Badi Srenissa, l'histoire du dernier siècle, bien entendu, c'est ce qu'on a appelé la balkanisation de certains pays musulmans, ou des think tanks anglo-saxons, mais aussi sionistes, ont appuyé, entre guillemets, sur des nuances au niveau des communautés de différents pays. On a vu ce qu'ils ont tenté de faire, en tout cas en Syrie, en Irak, en tentant de faire exploser des communautés qui vivaient ensemble pendant des siècles parfois, mais on voit avec ce cliché
c'est un cliché empli de sagesse qu'on voit que les communautés, ces Arabes, ces Orientaux, à la fois ces Iraniens et ces, entre guillemets, ces sunnites qu'on disait irréconciliables, pourtant ils arrivent à dépasser les pièges dans lesquels on les met, les ont mis les anglo-saxons pour pouvoir, si vous voulez, dépasser les antagonismes et faire l'histoire finalement, Badi Srinissa. Absolument. J'irai encore plus loin, puisque l'Occident a été animé par le passé par des fantasmes, rappelons-le, des fantasmes, à savoir sunnisme contre chiisme, je dirais du tribalisme, de l'opposition politique contre des pays, puis ça a été aussi un levier fort pour un certain Occident néocolonialiste, pour comme déstabiliser les pays, et puis surtout aussi faire accroître son influence et surtout accroître ces idées politiques. Mais aujourd'hui, l'Occident devrait s'en inspirer, devrait en tirer des leçons et des enseignements, puisque on démontre aujourd'hui que la communauté musulmane, en tout cas le monde musulman dans sa globalité, est un monde qui aujourd'hui plus que jamais vont debout dans l'unité, dans la cohésion la plus totale, puisque les défis aujourd'hui sont grands, les dangers sont énormes, les dangers aussi touchent à l'intérêt justement du monde musulman, du monde arabo-musulman, et quoi de mieux qu'effectivement démontrer avec abnégation, avec détermination, avec engagement cette unité indéfectible, cette unité aussi, je dirais, sanctuarisée, sacralisée, et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, le monde musulman gagnerait effectivement aller au-delà et transcender cette force vers une force politique qui gagne, qui défendrait les intérêts du monde musulman et notamment de la cause palestinienne aujourd'hui. Merci Badi Srinissa, c'est avec ce cliché empli d'espoir qu'on conclura notre rendez-vous de ce soir. Badi Srinissa a été notre invité. Merci encore une fois Badi Srinissa et je vous dis à très bientôt et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée. L'information continue sur Al24 News.